Après la chute de Berlin et l'effondrement du Troisième Reich, les puissances alliées concentrèrent leurs efforts sur l'identification et la capture des dirigeants nationaux socialistes. Parmi les détenus se trouvaient non seulement des hauts commandants militaires et des dirigeants politiques, mais aussi un groupe particulièrement controversé, les jeunes des jeunesses hitlériennes. Leurs arrestations soulevèrent une question inquiétante. Que faire des jeunes qui avaient embrassé le national-socialisme? Ces jeunes furent confrontés à de sévères punitions dans des tribunaux qui ne laissèrent aucune place à l'ambiguïté. Les procédures judiciaires soulignèrent la suprématie des tribunaux de guerre dirigés par les Alliés, en particulier les Américains, dans la tâche d'éradiquer toute trace de nazisme. Beaucoup d'entre eux furent soumis à des traitements brutaux, à des exécutions sommaires ou à l'incarcération dans des camps, étant considérés comme responsables malgré leur jeune âge. Baldur von Schirach, chef des jeunesses hitlériennes, fut jugé à Nuremberg pour crimes contre l'humanité, condamné à 20 ans de prison. La construction de la jeunesse nazie, endoctrinement et manipulation. Au cours des premières années des années 1930, Adolf Hitler et le Parti national-socialiste des travailleurs allemands ont pris le pouvoir en Allemagne avec un ensemble d'objectifs clairs et stratégiques. Parmi eux, garantir la formation d'une génération de la prétendue race aryenne supérieure qui soutiendrait l'idéal du Troisième Reich basé sur la domination allemande. Cela a été réalisé par le recrutement de garçons allemands en utilisant comme outil clé les jeunesses hitlériennes, connues sous le nom de Hitlerjugend, qui sont devenues un pilier fondamental de l'idéologie nazie. Bien que l'existence d'organisations de jeunesse à des fins militaires ou nationalistes ne soit pas une nouveauté en Allemagne, Hitler a réussi à les transformer en instruments efficaces de propagande et d'endoctrinement. Ces organisations étaient petites au début des années 1920, mais le paysage a changé de manière significative lorsque Hitler a pris ses fonctions de chancelier en 1933. À partir de ce moment-là, le mouvement a cru de manière exponentielle, visant à façonner les esprits des enfants allemands pour en faire des citoyens obéissants et prêts à se sacrifier pour le Führer et sa vision de l'avenir allemand. En 1936, l'inscription aux jeunesses hitlériennes est devenue obligatoire pour tous les enfants de plus de 10 ans en Allemagne. À la fin de cette décennie, des millions de garçons et de filles participaient à des activités similaires à celles des scouts, bien que leurs objectifs soient considérablement différents. Les garçons étaient préparés au service militaire, tandis que les filles, par le biais de la Ligue des jeunes filles allemandes, étaient formées à leur rôle de futures mères et collaboratrices de l'effort militaire depuis le foyer. Ce système ne se limitait pas aux activités extrascolaires, mais englobait un programme exhaustif d'éducation politique. Dans celui-ci, la haine raciale, le militarisme et la loyauté absolue envers Hitler étaient des éléments centraux. L'endoctrinement commençait dès le plus jeune âge. Les enfants de seulement 6 ans étaient inscrits à la Ligue des jeunes Allemands, Deutsches Jungvolk, la branche jeunesse des jeunesses hitlériennes. Cela visait à les éloigner des valeurs ou des croyances qui pourraient contredire la culture nazie. Les écoles jouaient un rôle crucial dans ce processus, présentant des concepts de pureté raciale et de supériorité allemande, en plus d'inculquer des images négatives des juifs, des communistes et d'autres minorités, considérées comme des ennemis du peuple allemand. La formation offerte par les jeunesses hitlériennes n'était pas seulement idéologique, mais aussi militaire. Les garçons étaient formés à la manipulation des armes, aux stratégies de combat et aux exercices physiques rigoureux qui favorisaient la brutalité. Cet environnement donnait lieu à une génération de garçons préparés mentalement et physiquement à la guerre, avec peu de considération pour la compassion ou l'empathie. Pour les dirigeants nazis, y compris Hitler, la jeunesse représentait une ressource malléable qui pouvait être façonnée pour idéaliser un arien supérieur, fort, impitoyable et totalement obéissant aux dictats du régime. Après le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939, les jeunesses hitlériennes ont assumé un rôle plus actif dans les efforts de guerre. Elles sont passées d'une organisation principalement de propagande et de formation à une participation directe à la machine militaire. Les jeunes, influencés par des années d'endoctrinement, étaient désireux de servir leur patrie, ce qui se traduisait par leur intégration dans diverses activités de guerre. Ils ont agi comme assistants de communication, pompiers et ouvriers dans les usines,
contribuant de manière significative à l'effort de guerre allemand. À mesure que les hostilités progressaient et que l'Allemagne subissait des revers de plus en plus importants, le gouvernement allemand a commencé à déployer des garçons plus jeunes dans des fonctions militaires directes. En 1943, les pertes croissantes sur le front oriental ont obligé à recruter des adolescents de 16 et 17 ans, voire plus jeunes, pour faire partie des troupes régulières. La situation s'est aggravée en 1945, dans les derniers mois de la guerre, lorsque des garçons de seulement 12 ans ont été envoyés sur le champ de bataille. Un exemple emblématique de cette participation juvénile a eu lieu lors de la défense de Berlin en avril 1945. Des jeunes équipés de Panzerfaust, des armes anti-chars, ont été envoyés combattre contre l'avancée soviétique. La plupart d'entre eux n'avaient pas la formation adéquate pour manipuler ces armes, mais leur ferveur idéologique les poussait à se battre pour une cause qu'ils considéraient juste. Cependant, face à des soldats soviétiques expérimentés, les garçons n'avaient aucune chance. Beaucoup ont perdu la vie dans ces efforts désespérés pour éviter l'effondrement du régime nazi. Bien que les membres des jeunesses hitlériennes soient considérés comme des victimes de l'endoctrinement nazi, beaucoup ont activement participé à des crimes de guerre. Plusieurs d'entre eux ont rejoint la Waffen-SS, la branche militaire du parti nazi, et ont joué des rôles clés dans la persécution des Juifs et d'autres minorités. L'une des unités les plus connues était la 12e division blindée SS Hitlerjugend, composée principalement de jeunes de cette organisation. Pendant la bataille de Normandie en 1944, cette division a été responsable de crimes de guerre, y compris le meurtre de prisonniers canadiens. L'endoctrinement prolongé et la formation rigoureuse ont fait de ces soldats des outils efficaces du Troisième Reich. Beaucoup avaient profondément intériorisé les idéaux de violence et de brutalité inculqués pendant des années, les amenant à commettre des atrocités contre des civils innocents et des prisonniers de guerre au nom du nazisme. Les crimes de la jeunesse nazie, cas de guerre et atrocités. Lorsque la Seconde Guerre mondiale s'est terminée en Europe en mai 1945, les forces alliées victorieuses se sont consacrées à capturer et juger les responsables des crimes perpétrés. Avec l'effondrement du commandement allemand et la réduction du Troisième Reich en ruine, il a été décidé de garantir que ceux qui avaient conçu et exécuté l'Holocauste soient traduits en justice. Ce conflit avait été témoin d'une brutalité sans précédent, marqué par des meurtres de masse, des camps de concentration et le massacre systématique de millions de personnes. La nécessité de justice était impérative, et le processus de localisation et de jugement des responsables a commencé immédiatement. Lorsque les Alliés sont entrés sur le territoire allemand, les atrocités nazies ont été révélées. La libération de camps tels qu'Auschwitz, Bergen-Belsen et Dachau a révélé l'ampleur des actes génocidaires commis sous des ordres directs soutenus par des documents. Les fosses communes et les témoignages des survivants confirmaient que l'extermination avait été une politique d'État. Face à ces preuves irréfutables, des questions fondamentales se sont posées. Qui serait considéré comme responsable et selon quel cadre juridique serait-il jugé? Les dirigeants des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Union soviétique et de la France ont convenu de traduire les hauts fonctionnaires nazis devant des tribunaux militaires sans précédent. Parmi ces procès, le plus connu fut le procès de Nuremberg, qui eut lieu entre 1945 et 1946. Nuremberg était une ville dévastée par les bombardements, mais dont le palais de justice était resté intact. De plus, cet endroit avait une symbolique particulière, car il avait été le théâtre des grands rassemblements du régime nazi. Le procès de Nuremberg fut le premier de l'histoire établi par un tribunal international dans le but de juger collectivement les criminels de guerre. Lors du procès principal, 24 figures éminentes du Troisième Reich furent accusées de crimes contre l'humanité, de violation des lois internationales et d'actes de guerre. Parmi les accusés se trouvaient des hauts responsables politiques, militaires et économiques de l'Allemagne, responsables de la planification et de l'exécution du conflit, de l'extermination des civils européens et de l'utilisation systématique de millions de personnes comme main-d'œuvre esclave. Des figures clés telles que Hermann Göring, Rudolf Hess et Albert Speer furent accusés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes contre la paix. Cependant, la recherche de justice ne se limita pas à Nuremberg, car des centaines de milliers de personnes liées au gouvernement nazi devaient également rendre des comptes. Par exemple, Hermann Göring
chef de l'armée de l'air allemande et l'une des figures les plus influentes du système déchu, devint l'un des accusés les plus notoires. Lors du procès, Göring ne montra aucun remords pour les méfaits commis et défendit ouvertement les actions du gouvernement de Hitler. Finalement, il fut condamné à la peine de mort, bien qu'il ait évité son exécution en se suicidant en prison. Parmi ces accusés se trouvait un nombre significatif de jeunes qui avaient fait partie des jeunesses hitlériennes. Pour les forces américaines, responsables de la supervision d'une grande partie de l'Allemagne après le conflit, des milliers d'adolescents avaient été des outils du régime nazi et par conséquent, aborder le sort de chacun d'eux représentait un défi particulier. Dans les premiers jours suivant le conflit, l'approche prédominante était celle de la responsabilité stricte. Ceux qui avaient participé à des meurtres de masse, dirigé des camps de concentration ou utilisé de la main-d'œuvre esclave étaient rapidement jugés par des tribunaux militaires. La défense de la manipulation propagandiste ou du manque de maturité émotionnelle avait peu de poids face aux preuves présentées. L'un des cas les plus notoires fut celui de la 12e division blindée SS Hitlerjugend, composée principalement d'anciens membres des jeunesses hitlériennes. Cette division, qui resta loyale à Adolf Hitler jusqu'à la fin du conflit, fut impliquée dans plusieurs crimes de guerre, notamment après la rupture du front en Normandie en juin 1944. Beaucoup des soldats de la 12e division SS étaient des adolescents et participèrent à des massacres atroces, comme l'exécution de prisonniers de guerre canadiens. La division, sous le commandement de Kurt Meyer, fut chargée d'éliminer tous les détenus dans les zones où ces crimes furent commis. Meyer, connu pour sa loyauté féroce envers le parti nazi et son agressivité militaire, fut l'un des responsables de ces actes. À la fin du conflit, il fut capturé par les Alliés et jugé en 1945. Dans sa défense, Meyer tenta de justifier ses actions en arguant que ses soldats ne faisaient qu'exécuter des ordres. Cependant, il tenta également de se dédouaner de la responsabilité en blâmant ses subordonnés. Malgré ses efforts, les preuves contre lui furent suffisantes pour le condamner à mort, bien que sa peine fût commuée en réclusion à perpétuité. Meyer fut libéré en 1954 après avoir purgé 9 ans de prison. Un autre cas significatif fut celui des membres des SS Totenkopfverbände, connus sous le nom de tête de mort, qui étaient responsables de l'administration des camps de concentration. Parmi les gardiens de ces camps se trouvait un nombre considérable de jeunes de la Hitlerjugend qui furent recrutés et devinrent des outils du génocide nazi. L'un de ces individus était Joseph Clair, un jeune homme qui, bien que plus âgé que la plupart des accusés, avait reçu une éducation nazie et était gardien à Auschwitz. Clair participa activement à l'assassinat massif de prisonniers, y compris les meurtres par gaz. Les survivants d'Auschwitz et d'autres camps de concentration témoignèrent à son procès, soulignant son attitude impitoyable et son implication dans les crimes commis dans le camp. Clair fut capturé et jugé lors des procès de Dachau, qui se concentrèrent sur les barbaries perpétrées dans les camps de concentration. Pendant son procès, les témoignages sur son comportement en tant que bourreau et son absence de remords furent déterminants. Il fut condamné à mort et exécuté en 1948. Dans un autre cas, Heinz Görgling, qui avait seulement 21 ans à l'époque, faisait partie de la garde personnelle de Hitler, connue sous le nom de Leibstandart SS. Lynch fut impliqué dans l'exécution par fusillade de déserteurs et d'opposants politiques vers la fin de la guerre à Berlin. Malgré sa jeunesse, sa loyauté inébranlable envers Hitler fit de lui un défenseur actif de sa cause. Le tribunal militaire américain le considéra comme un collaborateur volontaire du gouvernement nazi et le condamna à la pendaison, sa peine étant exécutée en 1946. Cependant, tous les jeunes impliqués dans le régime nazi ne reçurent pas un traitement aussi sévère. À mesure que les procès avançaient, des cas commencèrent à être documentés où les circonstances individuelles posaient des dilemmes moraux et juridiques. Certains d'entre eux avaient participé volontairement à des rassemblements nazis et commis des méfaits, tandis que d'autres furent contraints de rejoindre le service ou de commettre des actes criminels sous des menaces directes, y compris la mort. Cette différence entre ceux qui agissaient par conviction et ceux qui le faisaient sous la contrainte généra des débats sur la nature de la culpabilité et le degré de responsabilité que l'on pouvait exiger de personnes si jeunes. Le traitement de ces cas mit en évidence
une complexité inhérente à la tentative de rendre justice dans un contexte marqué par l'endoctrinement massif et le contrôle totalitaire. Alors que certains jeunes nazis furent condamnés à de longues peines de prison ou même exécutés pour leurs actions, d'autres reçurent des peines plus légères ou furent exonérés après avoir pris en compte les circonstances spécifiques de leur participation. Ces nuances reflètent les difficultés rencontrées par les Alliés en essayant d'équilibrer la nécessité de justice avec une reconnaissance partielle des réalités du système nazi, qui avait utilisé les jeunes comme instrument pour perpétuer ses objectifs. Une caractéristique distinctive des procès de Nuremberg fut la nature des accusations présentées. Pour la première fois dans l'histoire, le droit international reconnut le concept de crime contre l'humanité et déclara le génocide comme un crime justiciable. Les preuves présentées au tribunal incluaient une documentation détaillée sur le fonctionnement des camps de concentration et des témoignages déchirants des survivants. Le tribunal était composé de juges des États-Unis, de Grande-Bretagne, de l'Union soviétique et de France, qui travaillèrent ensemble pour établir un précédent juridique qui empêcherait ces crimes de rester impunis. Les verdicts à Nuremberg furent variés. 12 des accusés, dont Göring, furent condamnés à mort. D'autres, comme Albert Speer, reçurent de longues peines de prison pour leur rôle dans la machine de guerre nazie. Certains furent acquittés, bien que cela ne les ait pas exemptés de la condamnation sociale pour leur lien avec le système. Les procès posèrent les bases du développement du droit international moderne et établirent une norme de responsabilité morale et juridique pour les crimes de guerre et le génocide. Avec le temps, les procès évoluèrent pour aborder les questions juridiques et éthiques soulevées par la participation des jeunes aux crimes nazis. Au début des années 1950, des centaines de cas individuels continuaient d'être traités, reflétant la préoccupation persistante des Alliés pour établir une justice équitable. Ces procédures légales ne furent pas seulement une étape cruciale dans la reddition de comptes du régime nazi, mais elles posèrent également un précédent pour les futurs efforts de justice internationale. L'héritage de Nuremberg perdura comme un jalon dans la lutte contre l'impunité des crimes de guerre et du génocide. Les tribunaux militaires des États-Unis, justice et dilemmes moraux. Les procès de Nuremberg, souvent considérés comme une étape clé dans la recherche de justice après la Seconde Guerre mondiale, ne représentaient pas la fin du processus, mais le début d'une série de procédures judiciaires visant à tenir pour responsables ceux qui avaient participé aux crimes de la machine nazie. En plus des procès principaux menés à Nuremberg, les Alliés, en particulier les États-Unis, organisèrent de nombreux procès secondaires sous la structure des tribunaux militaires américains. Ces procédures concernaient non seulement les dirigeants éminents du régime, mais aussi des milliers de personnes à des niveaux intermédiaires et inférieurs, y compris des jeunes impliqués dans les activités du Troisième Reich. Ces procès, qui se déroulèrent dans différentes régions d'Allemagne, se concentrèrent sur la poursuite d'individus pour divers types de crimes de guerre. Parmi les accusés se trouvaient des administrateurs de camps de concentration, responsables de massacres sur les champs de bataille, des médecins ayant développé des méthodes d'extermination de masse et des soldats ayant commis des actes brutaux. Tandis que les procès de Nuremberg se concentraient sur les principaux responsables, les tribunaux militaires américains cherchaient à couvrir un spectre plus large, allant des dirigeants de la production de guerre aux fonctionnaires et soldats ordinaires. Un des défis les plus importants auxquels furent confrontés ces tribunaux fut la gestion des jeunes endoctrinés dans l'idéologie nazie qui avaient commis des excès pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans certains cas, ils commirent des actes terribles, comme l'exécution de prisonniers de guerre ou l'opération des chambres à gaz, tout cela pour défendre le Führer et le national-socialisme. Cependant, le fait que beaucoup d'entre eux soient nés et aient grandi dans le contexte de la dictature nazie compliquait l'évaluation de leur culpabilité. Ils furent formés pour obéir aux ordres sans les remettre en question et n'avaient pas la possibilité de décider s'ils voulaient ou non adhérer à l'idéologie du Troisième Reich. Les procureurs américains furent confrontés au dilemme de savoir comment les juger. D'un côté, ils étaient perçus comme des victimes d'une propagande systématique qui avait façonné leurs croyances depuis l'enfance. D'un autre côté, beaucoup avaient activement participé aux crimes de guerre, ce qui les rendait responsables aux yeux de la loi. La plupart avaient grandi en croyant en la suprématie de la race aryenne et étaient prêts à se sacrifier pour le Troisième Reich. Ce contexte généra des débats
sur la question de savoir s'ils devaient être traités comme des complices volontaires ou comme des individus manipulés par un système oppressif. Les tribunaux militaires des États-Unis, régis par la loi numéro 10 du Conseil de contrôle allié, étaient chargés de les juger pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes contre la paix. Bien que les règles générales fussent claires, les tribunaux firent preuve de flexibilité pour s'adapter aux particularités de chaque cas. Une attention particulière fut portée aux jeunes des unités telles que la 12e division blindée SS Hitlerjugend, connue pour son dévouement à Hitler et sa participation à des événements tels que l'exécution de prisonniers de guerre canadiens pendant la bataille de Normandie. L'endoctrinement systématique auquel ils avaient été soumis depuis l'enfance, qui les avait préparés à obéir aveuglément et à mépriser les non-allemands, représentait un défi pour les juges et les procureurs. Bien que certains garçons fussent traités avec indulgence en raison de ce qui leur avait été inculqué par les autorités, ceux qui avaient commis des actes particulièrement atroces furent confrontés à des châtiments sévères, y compris la peine de mort. Parmi les accusés figuraient également ceux qui avaient joué des rôles dans les camps de concentration en tant que gardiens dans des endroits comme Dachau. Lors des procès, il fut établi que toutes les personnes ayant participé au fonctionnement de ces camps étaient responsables de leurs actions, quel que soit leur âge ou leur rang. Ces procès secondaires se déroulèrent dans un contexte plus large de reconstruction et de dénazification de l'Allemagne, où la rééducation et le démantèlement des structures idéologiques du nazisme étaient des priorités fondamentales. Bien qu'ils n'aient pas atteint la notoriété des procès de Nuremberg, les procédures dirigées par les États-Unis jouèrent un rôle essentiel dans la recherche de justice et dans la compréhension de la manière dont le régime nazi avait réussi à transformer les jeunes en instruments obéissants de sa machine d'extermination. Ce complexe panorama moral fut exacerbé par la pression externe. Les tribunaux ne se contentaient pas de juger les actions commises par les nazis, mais étaient également conscients de la nécessité de garantir la stabilité politique dans une Europe dévastée par le conflit. La communauté internationale attendait des procès qui ne se contentent pas de punir les coupables, mais qu'ils servent également de leçons exemplaires pour éviter de futurs crimes similaires. Par conséquent, les tribunaux adoptèrent une approche sévère, condamnant de nombreux accusés à la peine de mort ou à de longues peines de prison, indépendamment de leur âge ou de la nature de leur implication. Un cas représentatif de cette situation fut celui de Heinz Petry, un jeune de 19 ans membre de la 12e division blindée SS Hitlerjugend. Lors de son procès, Petry se défendit en affirmant qu'il avait agi sur ordre et que sa participation au crime était le résultat d'un endoctrinement profond. Cependant, le tribunal ne retint pas cette justification, estimant que la nature des événements dans lesquels il était impliqué était si extrême que Petry devait être puni pour sa contribution à la perpétration de ces actes. Finalement, il fut condamné à mort et exécuté, bien que des cas comme celui de Petry aient été la norme dans les tribunaux militaires américains. Tous les procès ne suivirent pas un schéma similaire. Dans certains cas, les tribunaux prirent en compte les circonstances personnelles des accusés, considérant s'ils avaient été victimes de menaces ou s'ils avaient tenté de résister au régime nazi. Cette flexibilité permit à certains jeunes, malgré leur implication dans ces atrocités, de recevoir des peines plus légères, tandis que d'autres furent confrontés à des sentences beaucoup plus sévères. Par ailleurs, le contexte mondial dans lequel ces procès se déroulèrent joua également un rôle crucial. Avec le début de la guerre froide et la nécessité de reconstruire l'Europe, les Alliés furent confrontés à la tâche difficile d'équilibrer la justice avec les intérêts géopolitiques. Bien que la responsabilité des crimes commis par les nazis fût indéniable, les gouvernements des puissances victorieuses étaient également intéressés à stabiliser la région et à contenir l'expansion du communisme. Cette situation amena certains accusés, en particulier les plus jeunes, à bénéficier d'un traitement plus indulgent après avoir purgé une partie de leur peine. Certains furent libérés après quelques années de prison, ce qui suscita des critiques sur l'impartialité et la cohérence des tribunaux. Les critiques envers les tribunaux militaires américains se concentrèrent principalement sur l'accusation que ces procès répondaient plus à un besoin de vengeance qu'à un véritable processus de justice. Beaucoup soutenaient que les plus jeunes nazis, en raison de leur éducation dans un régime totalitaire, n'étaient pas pleinement conscients de l'ampleur de leurs actions. De plus,
Le fait qu'ils aient été les produits d'un système qui leur apprenait à agir sans remettre en question les ordres réduisait leur responsabilité individuelle. De ce point de vue, les punitions imposées étaient considérées comme excessives et perçues comme une façon de faire payer toute une génération pour les crimes du Troisième Reich. Cependant, d'autres voix affirmaient qu'indépendamment de leur âge et de leur endoctrinement, les accusés étaient responsables de leurs actes et que la justice devait prévaloir sur toute considération humanitaire. Le thème de la justice dans le contexte des procès de guerre continue d'être l'objet de débats. La question de savoir si la justice doit chercher la rétribution ou la réhabilitation reste pertinente, non seulement pour les procès de l'après-guerre, mais pour tout système judiciaire traitant des individus formés dans un contexte de haine et de violence. Malgré les controverses, les procès des jeunes nazis marquèrent une rupture avec l'impunité qui caractérisait les régimes totalitaires de l'époque et établirent un précédent dans la lutte pour la justice après les crimes de guerre. Sous cet angle, les procès des criminels de guerre nazis furent perçus par beaucoup comme une mesure justifiée pour que le gouvernement d'Adolf Hitler rende des comptes pour ses atrocités sans précédent. À cette époque, une vision claire et simplifiée des faits prévalait, dans laquelle les nazis étaient vus comme les méchants d'une histoire où la victoire des Alliés représentait le rétablissement de la justice. La majorité de la population des nations alliées soutenait fermement les sentences comprenant des exécutions et des emprisonnements, car l'horreur de l'Holocauste et les crimes de guerre commis pendant ces jours restaient très présents dans la conscience collective. Pour beaucoup, punir les responsables était nécessaire pour prévenir de futures résurgences du fascisme, sans trop considérer les nuances de la situation. Le concept de justice, bien sûr, a évolué avec le temps, et la réflexion contemporaine sur les procès des jeunes nazis s'est davantage concentrée sur les questions socio-psychologiques qui accompagnent le comportement humain sous un régime totalitaire. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les actions des individus, les études actuelles cherchent à comprendre comment les systèmes de propagande et d'endoctrinement peuvent influencer les décisions des personnes, en particulier lorsqu'elles sont si inexpérimentées. Les jeunes nazis, dont beaucoup furent soumis à des années de propagande et de formation militaire, sont maintenant vus comme un exemple clair de la complexité et des nuances de la responsabilité dans un système totalitaire. Aujourd'hui, il est courant que les procès de l'après-guerre soient analysés dans un contexte plus large, en prenant en compte les facteurs qui influencèrent les décisions des accusés. Bien qu'il soit reconnu que la responsabilité des crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale ne doit pas être ignorée, il est également discuté si la sévérité des peines reçues était la plus appropriée. Certains soutiennent que l'incarcération à vie de ceux qui étaient des produits d'un système totalitaire pouvait être une réaction disproportionnée, sans tenir compte des circonstances psychologiques et sociales qui les conduisirent à agir ainsi. Ce débat reste pertinent aujourd'hui. Bien que les procès des jeunes nazis aient été perçus comme nécessaires à l'époque, avec le temps, il a été reconnu que la complexité de la situation mérite une analyse plus détaillée. Les questions sur la justice, la culpabilité et la punition méritée restent des sujets de discussion, surtout dans le contexte d'une histoire marquée par la manipulation idéologique et les décisions prises en temps de conflit. Le fait qu'ils aient été traités de la même manière que les adultes, malgré leur âge et l'influence de leur éducation, soulève des questions sur la cohérence éthique des décisions prises pendant cette période. Héritage et réflexion, impact psychologique et réaction internationale. Pendant les procès d'après-guerre, les conséquences psychologiques de l'endoctrinement nazi étaient évidentes chez de nombreux accusés de la jeunesse hitlérienne. Les jeunes qui faisaient face à des accusations de crimes de guerre se montraient souvent surpris et déconcertés par les accusations portées contre eux. Ils avaient grandi dans un environnement où on leur enseignait que leurs actions n'étaient pas seulement acceptables, mais moralement correctes. Pour eux, le comportement qui leur était reproché n'était rien d'autre que l'accomplissement de leurs devoirs, un comportement que seul le monde extérieur considérait comme un meurtre. Ce conditionnement à grande échelle engendra confusion et perplexité, et beaucoup de ces accusés montraient des signes clairs de troubles de stress post-traumatique, TSPT, une condition mentale caractéristique de ceux qui ont traversé des situations de maltraitance psychologique prolongée. La défaite de l'Allemagne nazie ne signifiait pas seulement une défaite politique et militaire, mais représentait également une profonde déstabilisation des principes dans lesquels ils avaient été élevés.
La dissolution de l'idéologie qui les avait formés laissait beaucoup d'entre eux incapables de comprendre les implications morales de leurs actes. Ceux qui, pendant des années, avaient été formés à croire que leurs actions étaient justifiées par un devoir patriotique, ne pouvaient concevoir que ce qu'ils considéraient comme moralement correct était désormais considéré comme un délit devant les tribunaux d'après-guerre. L'endoctrinement nazi avait transformé leurs esprits de telle manière que la distinction entre ce qui était bien et ce qui était mal leur était presque indiscernable. Une des caractéristiques les plus frappantes des procès était la difficulté des accusés à concevoir que leurs actions étaient illégales ou incorrectes. Le régime nazi avait réussi à modeler complètement leur notion de moralité, et beaucoup des accusés défendaient leurs actes en affirmant qu'ils ne faisaient que suivre des ordres. Cet argument devint un élément central des défenses présentées pendant les procès, où la plupart des jeunes accusés affirmaient que leur participation au crime était le produit d'une obéissance aveugle à leurs supérieurs. Pour eux, agir selon la volonté du national-socialisme n'était pas seulement naturel, mais une obligation. L'endoctrinement auquel ils avaient été soumis les avait transformés en figures presque automatiques, incapables de remettre en question les ordres qu'ils recevaient. Les avocats de la défense furent confrontés à un dilemme moral significatif en les représentant, car beaucoup étaient impliqués dans des crimes extrêmement graves, comme le meurtre, le viol et la torture. Ils ne semblaient pas être des êtres en formation. Bien que les actions commises par ces accusés soient d'une nature atroce, les avocats tentèrent de les présenter comme de simples et innocentes victimes du système qui les avait formés. Malgré la nature des crimes, les défenseurs argumentèrent qu'aucun des jeunes accusés n'était pleinement responsable de ces actions, car ils avaient été manipulés idéologiquement depuis leur enfance par le gouvernement nazi. Les études psychiatriques présentées pendant les procès montrèrent des preuves de la manière dont ils avaient été soumis à un lavage de cerveau systématique, ce qui leur rendait difficile la capacité de prendre des décisions morales indépendantes. Un des cas qui illustrait clairement cette problématique fut celui d'Erwin Metz, un ancien membre de la jeunesse hitlérienne et soldat des SS. Il avait été affecté au camp de concentration de Buchenwald et avait participé à l'exécution de prisonniers. Malgré l'abondance de preuves contre lui, sa défense argua que Metz avait été un produit du lavage de cerveau du régime nazi et ne pouvait être considéré comme pleinement responsable de ses actions. Les experts qui témoignèrent en sa défense affirmèrent que l'accusé était émotionnellement déconnecté, un symptôme courant chez les individus qui avaient vécu un traumatisme idéologique. Bien qu'il fût finalement condamné, le cas souligna la confusion généralisée que beaucoup de ces jeunes ressentaient, car ils ne comprenaient pas pleinement la gravité de leurs actes. Un autre cas pertinent fut celui d'Hermann Klemm, un jeune de 19 ans qui, en tant que membre des SS, participa à des massacres en Pologne occupée. Lors de son procès, son avocat défendit qu'il n'était qu'un enfant lorsqu'il fut endoctriné par l'idéologie nazie, suggérant que les garçons comme lui avaient été entraînés à être des assassins dès leur plus jeune âge. Ce cas illustrait un point critique sur le libre arbitre des accusés. Beaucoup de ses contemporains, bien que coupables de crimes horribles, ne pouvaient être vus comme les mêmes individus qui avaient commis ces actes sans le conditionnement profond auquel ils avaient été soumis. Les avocats de la défense furent confrontés à un défi moral en représentant des personnes qui, bien que responsables de leurs actions, avaient été formées et exploitées par un système totalitaire. L'opinion publique était divisée. D'un côté, beaucoup exigeaient une punition sévère pour eux, tandis que d'autres, y compris des psychologues et des experts en éthique, remettaient en question s'ils devaient être considérés directement comme des criminels de guerre adultes, étant donné le lavage de cerveau auquel ils avaient été soumis. La confusion dans les esprits des jeunes montrait que beaucoup d'entre eux n'étaient pas pleinement conscients de l'ampleur de leurs actes. Dans le contexte des procès d'après-guerre, l'opinion publique aux États-Unis était ferme dans son soutien aux efforts des Alliés pour juger les criminels de guerre nazis. Les procès de Nuremberg, largement couverts par les médias, offrirent au peuple américain l'occasion de comprendre l'ampleur des infractions commises par le régime nazi. À mesure que plus de détails sur l'Holocauste, les camps de travail forcés et le génocide systématique étaient connus, l'indignation augmentait parmi les citoyens, qui considéraient qu'il était approprié de punir les dirigeants et les partisans du nazisme, indépendamment de leur âge.
La majorité des Américains voyaient la Hitlerjugend comme une pièce maîtresse de la machine d'horreur nazie, chargée de lutter jusqu'au dernier souffle pour le Troisième Reich et de commettre des crimes atroces. Pour beaucoup, l'image des jeunes endoctrinés suivant aveuglément les ordres de Hitler était une insulte à l'esprit de liberté et aux principes démocratiques si défendus par les puissances alliées. Cependant, certains cercles juridiques et intellectuels aux États-Unis ont remis en question l'équité de juger la jeunesse nazie. Les défenseurs des droits de l'homme, les avocats et les écrivains, ont soutenu qu'ils avaient été victimes de l'idéologisation et de la propagande nazie, et qu'ils appartenaient à un système pervers qui les transformait en outils obéissants d'un État totalitaire. Ils soutenaient que juger les mineurs de la même manière que les adultes responsables de crimes de guerre ne tenait pas compte des circonstances morales et psychologiques des accusés, car beaucoup d'entre eux avaient été formés dans un environnement où la violence et la haine étaient considérées comme des normes. De plus, ces critiques pensaient que les États-Unis pourraient utiliser les tribunaux d'après-guerre comme une forme de vengeance, plutôt que comme un processus équitable tenant compte des conditions dans lesquelles ils avaient été éduqués et manipulés. Malgré cela, les opinions contre leur jugement étaient relativement minoritaires, car la majorité de la société américaine considérait le procès comme une continuation nécessaire des efforts pour éradiquer les vestiges du nazisme et du fascisme. En Allemagne, les opinions sur le jugement de ces jeunes étaient divisées, la nation, dévastée après la chute du Troisième Reich et consciente des crimes commis pendant le régime, éprouvait un mélange de déni et de souffrance. Beaucoup d'Allemands ne voulaient pas affronter l'horreur de l'Holocauste et considéraient qu'il était injuste de juger les jeunes qui avaient fait partie du système oppresseur, car ils avaient été endoctrinés dès leur plus jeune âge et n'avaient pas d'autre choix que de servir le gouvernement. Dans de nombreux cas, en particulier avec les membres de la Hitlerjugend, il y avait un sentiment de sympathie à leur égard, car ils représentaient une génération dont le destin avait été manipulé par la propagande nazie. Pour beaucoup, les juger était une manière de réitérer la souffrance, et il ne semblait pas approprié de les traiter comme des malfaiteurs adultes. Cependant, il y avait une faction au sein de la société allemande, en particulier ceux qui s'étaient opposés au gouvernement nazi, qui soutenaient le jugement, car ils considéraient que la justice devait prévaloir sur les circonstances dans lesquelles ils se trouvaient. Au fil des années, la perception publique de la jeunesse nazie a changé, en particulier en Allemagne. Dans les années 50, lorsque l'Allemagne a commencé à se reconstruire et à s'intégrer dans la guerre froide, l'accent est passé de la vengeance à la réconciliation. Beaucoup des premiers prisonniers, anciens enfants et adolescents nazis, ont été libérés plus tôt que prévu afin de stabiliser l'Europe. Dans les années 60, une nouvelle génération d'Allemands a commencé à remettre en question le passé et à analyser l'implication de la jeunesse nazie dans tout cela. À mesure que des enquêtes étaient menées et que les crimes commis étaient discutés, la vision des jeunes qui avaient participé au Troisième Reich a commencé à changer. Ce changement faisait partie d'un processus plus large de justice, de culpabilité et de mémoire qui s'est déroulé dans l'Allemagne d'après-guerre. Les nouvelles générations allemandes de cette époque ont commencé à réfléchir aux actions de leurs ancêtres, ce qui a conduit à une réévaluation de la participation de la jeunesse nazie au régime et à un processus d'assumer la responsabilité morale et historique. Ce processus de réflexion historique et guerrière a conduit à la formulation de nouvelles normes internationales telles que les réformes des conventions de Genève. Celles-ci se sont concentrées sur la protection des enfants et d'autres personnes innocentes piégées dans les conflits armés, bien qu'il ait également été reconnu que les mineurs pouvaient être forcés de participer aux hostilités. À mesure que les leçons tirées du traitement des plus jeunes nazis étaient assimilées, l'armée des États-Unis a progressivement adopté une politique de réintégration plutôt que d'incarcération pour les enfants soldats, reconnaissant l'impact social et psychologique que la guerre avait sur ceux qui y étaient impliqués.